Ok, on est à l'antenne alors, si je comprends bien. D'accord? Est-ce qu'on m'entend, on me voit? Oui, oui, ça fonctionne. D'accord. Et Alexandre va arriver, notre invité, ou pas? Je suis là. Bonsoir à tous. Donc, on commence par Nicolas alors, si je comprends bien. Oui, D'accord. Nicolas, c'était le premier des invités, hein. C'est toi qui commences le débat de ce soir alors, si je comprends bien. oui, 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 c'est moi. D'accord. Bon, Nicolas, on peut se présenter, Nicolas? Nicolas, vous êtes qui exactement, Nicolas? Alors, moi, je suis Nicolas. C'est ma deuxième intervention à Table 700. Je suis psychologue clinicien. J'ai un parcours milieu carcéral, une dizaine d'années, hôpital psychiatrique, une autre dizaine d'années. D'accord. Voilà, pour l'application des droits, je dirais, plus que pour de nouveaux droits. Le droit existant est déjà assez conséquent, mais il est rarement appliqué déjà dans sa mouture. Et je crois que ça serait déjà pas mal de l'appliquer tel qu'il existe. Et bien sûr, de le réformer également, mais la difficulté, c'est déjà de l'appliquer tel qu'il existe, à un niveau national et européen. Nous allons en débattre. D'accord. Alors le sujet de ce soir, d'après ce qu'avait entendu, c'est un sujet très important, l'enlèvement légal d'enfants, d'accord, perpétré par des États membres de l'Union. Ça veut dire quoi, une phrase pareille? C'est quoi exactement? Cette phrase, j'aurais préféré ne jamais avoir à l'écrire et à m'en préoccuper. Il se trouve que malheureusement, j'ai eu à en faire les frais à travers mon histoire personnelle et de découvrir que plusieurs États membres de l'Union européenne pratiquaient l'enlèvement de masse d'enfants depuis des décennies. J'ai commencé à m'intéresser aux raisons de ces enlèvements de masse et à l'histoire de ces enlèvements de masse. Et c'est donc ce dont nous allons parler ce soir. Quel pays pratique ces enlèvements et aux motivations de ces enlèvements. Certains pays ont arrêté et d'autres continuent. Voilà, c'est un peu. Alors donc là, on va savoir quels sont les pays qui continuent alors. Voilà, certains Alors c'est continuent. quoi les pays qui continuent? C'est lesquels? On va avoir leur nom? On va avoir leurs noms. Alors, les principaux, à l'heure actuelle, les plus flagrants sont l'Allemagne en premier lieu. On estime selon les associations que l'Allemagne vole 1000 à 10 000 enfants tous les ans. Ah oui, quand même. C'est assez considérable. Quand on dit voler, ça veut dire enlever aux parents volontairement. Alors, l'Allemagne incite n'importe quel parent européen à venir s'installer sur son territoire et lui fait comprendre qu'au bout de 6 mois, elle appliquera le droit du sol allemand et permettra à ce parent, qu'il soit allemand ou étranger, qu'il obtiendra la garde exclusive de son enfant, peu importe que l'enfant soit allemand ou pas, et que cet enfant sera germanisé et il aura la garantie que cet enfant ne quittera plus jamais le territoire allemand et restera avec le parent qui est sur le territoire allemand. Voilà, le système allemand est organisé de cette façon, ce qui revient à un enlèvement de l'enfant facilité avec le droit allemand. D'accord. Alors donc, le sujet, ça touche aussi quoi comme autre pays? Alors ça, c'est ce fameux droit du sol concerne tous les pays de langue alémanique. Donc finalement, on retrouve ces pratiques aux Pays-Bas, la Belgique dans sa partie nord, wallonne, la Suisse alémanique et anciennement l'Autriche. Donc tous ces pays de langue alémanique. Le deuxième pays qui enlève le plus d'enfants, cette fois-ci sociaux, c'est l'Angleterre. 300 000 enfants depuis 1980. Et toujours 10 000 enfants par an, sur critères sociaux cette fois-ci. Donc vous imaginez. Alors, critères sociaux, c'est quoi? C'est quoi critères sociaux en fait? Alors, depuis 1989 et ce qu'on appelait le Children, on considère qu'un parent pauvre, donc on imagine un parent français qui touche le RSA, on considère que il va être maltraitant. Une simple suspicion de maltraitance sur enfant
fait qu'on vous retire l'enfant à la naissance. On considère que vous êtes maltraitant, donc l'enfant sera placé à la naissance. Voilà. C'est 10 000 enfants tous les ans en Angleterre qui sont retirés à leurs parents sur simple suspicion de maltraitance à venir. C'est complètement délirant. Voilà. Ouais. 10 000 enfants par an. Et c'est un marché extrêmement juteux. Les institutions de placement reçoivent des sommes colossales. Et donc, plus on place d'enfants, plus les institutions reçoivent d'argent. Et on les incite à prendre de plus en plus d'enfants. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose, mais bon, c'est pas le sujet de tout de suite, en fait. C'est pas le sujet de tout de suite, mais bon, c'est un sujet un peu brûlant en France. Bah oui, je fais un parallèle, en fait. Hein. J'ai peut-être le droit, d'ailleurs. Alors, on continue sur le sujet. Donc, la France, dans tout ça, est-ce qu'elle a aussi des enlèvements? Un gros caillou dans la chaussure, hein, 2650 enfants volés, les enfants de la Creuse. Donc des enfants réunionnais qui ont été volés pour repeupler un de nos départements. La France a fait des excuses quand même, plus ou moins publiques. Bon, c'est pas des centaines de milliers, mais quand même un certain nombre. C'est l'acte qui compte en fait. Oui, mais bon. Aujourd'hui, justement, on faisait le parallèle avec les affaires anglaises. On parle de plus en plus d'affaires potentielles de placements abusifs. Nous en reparlerons tout à l'heure, entre les placements dits abusifs qui font un peu la une des médias et des placements qui n'ont pas lieu. Parfois 18 mois d'attente entre un signalement, une information préoccupante et un placement d'enfant qui va continuer d'être tabassé, violé, dans sa famille d'origine et un placement effectif, on s'interroge entre des placements qui n'ont pas lieu et d'autres qui n'ont pas lieu d'avoir lieu, justement. Que se passe-t-il? Un secrétaire d'État qui a été nommé dans l'urgence suite à des reportages chocs, et pour autant une situation qui n'a pas l'air de s'améliorer pour un coût extraordinaire quel est le coût d'un placement en France d'un enfant? J'ai aucune idée, moi. On va le savoir alors. On va le savoir. Alors, c'est un coût absolument astronomique. 30 000 € en moyenne, le coût d'un placement d'un enfant. 30 000 alors, quand on dit par enfant. Donc, c'est un vrai business en fait. Et c'est un véritable business qui est principalement géré donc, par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. 300 000 enfants, non pas placés, mais en tout cas 150 000 placés et 300 000 avec des mesures éducatives, en tout cas. Ouais. Donc 150 000 placés entre les familles d'accueil et des foyers qui ne sont pas pleins. Il faut savoir que les foyers ne sont pas pleins, il faut les remplir. Ils sont pleins autour de 95%. Mais là, ça, pour en arriver à un stade pareil, ça induit des complicités. Sans la justice, il ne peut pas y avoir de telles choses. Alors la justice, quand nous avons une information préoccupante, donc un signalement, on signale au procureur. Le procureur va orienter soit vers le juge pour enfants, soit à l'ASE. Il n'y a pas directement de décision judiciaire. Le signalement peut aller directement à l'ASE, qui, elle, va décider du placement, sans en passer par le juge pour enfants. Le proc va orienter directement vers l'ASE. Ah oui. D'accord, je comprends. Là, on peut s'interroger, en effet, 30 000 € par an par enfant, lorsqu'un tiers d'entre eux, donc j'ai travaillé 10 ans dans les prisons françaises, un tiers d'entre eux, à 10 finira en prison, dans les hôpitaux psychiatriques ou clochardisés. Terrible. C'est terrible. C'est délirant, c'est délirant. Vous multipliez 30 000 € sur des durées de placement une dizaine d'années, donc 300 000 € pour qu'un sujet, pour un tiers d'entre eux, finisse en hôpital psychiatrique, en prison ou clochardisé. C'est une calamité. Donc en fait, l'enlèvement de l'enfant dans tous les pays d'Europe, c'est toujours pour de l'argent ou il y a aussi d'autres raisons? Non. Alors, l'Allemagne, c'est
dans les recherches que j'ai effectuées, c'est pour des questions de natalité. Hein. Actuellement, c'est l'Italie dont la natalité c'est la plus effondrée, mais l'Italie n'a pas décidé d'enlever des enfants, parce que l'Italie n'est pas une puissance économique, donc elle ne peut pas se permettre de dicter, comme le fait l'Allemagne, aux autres pays européens. L'Allemagne se permet de dicter ce qu'elle veut, puisque c'est la première puissance économique. L'Italie a décidé dernièrement, il y a à peu près un mois, de verser 250 € par an par enfant, jusqu'aux 18 ans de l'enfant, pour inciter les mères à faire des enfants, parce que son taux de natalité est tombé au plus bas de l'Europe. Mais l'Allemagne avait donc jusque récemment le taux de natalité le plus faible. Ils ont décidé de voler les enfants européens et de prendre 1 million de réfugiés syriens. Ce n'était pas altruisme, c'était pour booster leur natalité. Les réfugiés syriens étaient des jeunes de 20-25 ans, une puissance reproductive. Et il faut savoir que 1000 à 10 000 enfants volés, action alimentaire fixée aux parents étrangers qui ne peut plus du tout voir son enfant enlevé. Donc vous ne voyez plus du tout votre enfant qui est fixé sur le territoire allemand. En revanche, vous payez des pensions alimentaires astronomiques. Si vous ne les réglez pas, mandat d'arrêt européen, comme dans l'affaire Gilberti. Si vous ne payez pas cette pension alimentaire astronomique, vous êtes incarcéré en Allemagne. Voilà ce qui vous attend. Oui, l'affaire Gilberti, la France qui prétend ne jamais extrader ses ressortissants. Lionel Gilberti a été extradé par la France, incarcéré en Allemagne, alors même qu'il payait sa pension alimentaire. Le juge allemand a réalisé trop tard son erreur et a libéré Lionel Gilberti, qui a poursuivi la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'affaire a été enterrée, comme bien souvent, devant cette Cour européenne des droits de l'homme. Nous en reparlerons ultérieurement. D'accord. Donc l'Allemagne, les enfants, et elle vole également des fonds étrangers, des milliards d'euros, à travers ces pensions alimentaires exorbitantes qu'elle fixe aux parents étrangers qui pleurent déjà toutes les larmes de son corps parce qu'il ne peut plus voir son enfant. Et donc en plus, on va lui prendre la maison parce qu'il va devoir payer 18 ans d'arriéré de pension alimentaire. Voilà comment fonctionne l'État allemand. D'accord, c'est quelque chose qui est méconnu. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une mafia. Alors, historiquement, l'Allemagne, il faut le rappeler, a volé 200 à 300 000 enfants en Pologne entre 1933 et 1905 à travers le système de ce qu'on a appelé les sœurs brunes sur critères ariens. Donc, j'avais entendu parler de ça. Les fameuses sœurs brunes. 200 à 300 000 enfants polonais sur critères ariens. A volé jusqu'à la chute du mur, en 1909, des enfants en Allemagne de l'Est. Ils ont volé 10 000 enfants aux mères, aux filles mères, ce qu'on appelait les filles mères, qui ne correspondaient pas aux critères de la Stasi. Donc, si vous ne... c'est ce que fera l'Espagne, on en parlera tout à l'heure. Donc, vous ne correspondiez pas aux critères est-allemands. Vos enfants vous étaient retirés et confiés à des familles est-allemandes qui correspondaient aux choix politiques. Les 10 000 enfants n'ont jamais été restitués et Madame Merkel, qui pratique donc l'enlèvement de masse d'enfants, n'a jamais refusé de rendre les dossiers publics. Vous avez à Berlin des manifestations toutes les semaines de ces mères qui n'ont que des photos de leurs bébés et qui, là, aujourd'hui, en 2021, manifestent à Berlin toutes les semaines en exigeant l'accès au dossier pour tenter de retrouver leur enfant adulte aujourd'hui. Merkel bloque les dossiers. Elle refuse l'accès au dossier. Voilà la chanson. C'est dingue, hein, de telles choses. C'est effrayant, en fait. Ouais. Ce qui est que tous les pays de l'Union se défroquent devant Madame Merkel, première puissance économique européenne. Ouais. Ça ne durera qu'un temps. Donc, et là, alors, donc, dans les autres pays d'Europe, tu as abordé le sujet avec l'Espagne. L'Espagne, c'est dans le même esprit. L'Espagne, c'est absolument extraordinaire aussi. On estime 150 000 à 300 000 enfants volés entre 1937 et le début des années 90. Donc là, c'est le franquisme. Donc, tous les cocos, donc les rouges, les enfants étaient placés dans des familles riches, catholiques, franquistes. Donc, les filles mères, pareil, elles accouchaient, on leur présentait des bébés qui étaient morts dans des frigos. On leur disait, votre bébé est mort, le bébé n'était pas mort du tout. Ces bébés étaient placés dans des familles stériles, franquistes, catholiques.
avec la bénédiction des médecins, de l'Église. Il faut savoir que donc, le Vatican a fait des sommes astronomiques sur ce trafic d'enfants pendant des décennies. Ça s'est arrêté au début des années 90, hein, bien après la mort de Franco. Hein. Vraiment, le Vatican, l'Église a fait des sommes considérables en volant des bébés. C'est une honte absolue. Hein, je vais lire un peu les informations sur l'Espagne. Hein. Donc 300 000, hein, c'est le nombre de bébés qui auraient été soustraits clandestinement à leurs parents biologiques entre 1937 et le début des années 90 pour être vendus à des familles plus riches, plus catholiques, plus dignes d'être élevées, selon les autorités espagnoles d'alors. Ce qui était sous Franco une méthode de répression anti-républicaine devient après la véritable trafic d'êtres humains, marqué par des compromissions entre religieux, médecins et fonctionnaires. Le scandale, jusqu'alors vainement mis en lumière par des journalistes, des victimes et des juges, éclate finalement au cours des années 2000, alors que les nouveaux moyens de communication permettent d'organiser la mobilisation. Des mères retrouvent leurs enfants après des décennies de quêtes douloureuses. L'Espagne tout entière est contrainte de regarder l'impensable en face. Des milliers de vies bien été volées avec le soutien de l'Église et de l'État, sans qu'aujourd'hui encore personne n'ait jamais été inquiété du côté des coupables. Un seul magistrat espagnol, le juge Garzón, célèbre pour avoir poursuivi des tortionnaires de la junte argentine et pour être à l'origine de l'arrestation de Pinochet, s'attaque au problème en novembre 2008. Il est suspendu pour infraction à la loi d'amnistie de 1977. Ouais. Brisant le pacte du silence sur lequel s'est bâtie la transition démocratique, le juge Garzón accuse le régime franquiste de crimes contre l'humanité et d'une volonté d'extermination des républicains, les perdants, les rochos, les rouges. Dans son dossier d'instruction, il y a des disparus, mais aussi des enlèvements de nourrissons, une histoire que les Espagnols être l'apanage de leurs cousins sud-américains, donc l'Argentine. Pire, il découvre que des rapts lancés par des franquistes pour des motifs idéologiques sont devenus le socle d'une petite industrie occulte qui s'est développée jusque dans les années 1990. L'enquête du juge Garzón montre que le trafic de bébés s'appuyait sur des réseaux impliquant des gynécologues, des infirmiers, des sages-femmes, des chauffeurs de taxi, et des gens d'église, mères supérieures et prêtres. Le 9 février 2012, le suspendu de la magistrature pour 11 ans, pour avoir ordonné l'écoute et l'enregistrement de conversations entre des suspects incarcérés et leurs avocats. Toutes les plaintes sont classées sans suite en Espagne. Les parents et enfants victimes mobilisés au sein d'associations créent une banque d'ADN, à l'instar des grands-mères de la place de Mai en Argentine, et vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui, rappelons-le, rejette à 97% les affaires qui lui sont confiées sans même les examiner. Nous sur la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, l'Espagne. Bon, c'est très triste à entendre, mais bon, il faut l'entendre. Voilà, il faut le dire. Voilà, on en est à 1 million d'enfants entre ces trois pays que nous avons vus. L'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, on en est déjà à 1 million d'enfants volés. Incroyable. Donc en fin de compte, ça se passe en Europe, mais justement, on parlait de la Commission européenne, de la justice européenne. C'est quoi dans tout ça alors ? Alors, la justice, le droit européen donc, est supranational. Donc, il a vocation à surpasser le droit des États. Donc, dans les affaires d'enlèvement actuelles en Allemagne et en Angleterre, toutes ces familles à qui on vole leurs enfants, si tant est qu'elles aient les moyens d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que pour aller à la Cour européenne des droits de l'homme, il faut avoir été en première instance, en deuxième instance, en cassation. Vous en avez déjà un combat de 5 à 10 ans et plusieurs dizaines d'euros. C'est mon cas. Ouais. Je sais de quoi je parle. D'accord. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est que c'est une cour extrêmement corrompue de 47 magistrats, qui donc, comme 47. Je l'indiquais, 47 magistrats pris dans des conflits d'intérêts extrêmes. Il y a des articles toutes les semaines qui paraissent sur ces conflits d'intérêts des magistrats de la Cour des droits de l'homme. Il est assez intéressant de voir leur parcours
quand ils sont nommés et de voir la suite de leur parcours quand ils quittent la Cour européenne de l'homme. S'ils ont bien reçu leur mission, après la Cour européenne, ils ont des postes, et s'ils ont bien obéi. C'est-à-dire qu'ils ont bien rejeté les affaires qu'on leur demande de rejeter. C'est-à-dire qu'ils vont faire passer leurs intérêts de carrière avant le droit qu'ils sont censés appliquer. Je vais m'expliquer. Ça, c'est... Ouais, d'accord. Finalement, n'est-ce pas la façon dont fonctionne un certain nombre de magistrats, y compris en France? Mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Nous allons. Ça me fait sourire, mais ça me fait sourire. Nous rions jaune. D'ailleurs, l'écran a dû prendre une teinte très jaune. Gilet jaune, non? Gilet jaune également, voyons. C'est pas mal. C'est un jeu de mots sympa. Donc, ouais. Alors, donc, je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Claudine Jacob ce soir. Claudine Jacob, défenseur des droits, qui en décembre dernier m'avait garanti d'intervenir dans l'affaire que je lui avais soumise. Et puis 6 mois plus tard, elle a gentiment retourné son tailleur pour me dire que non, l'affaire était vraiment politiquement trop dangereuse et que donc elle n'interviendrait pas. Donc si en France, le défenseur des droits elle-même est incapable d'appliquer sa propre parole, on n'a plus justice en France. Enfin bref. Oui, donc, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas à mon avis. Oui. Donc les magistrats, je renvoie aux magistrats de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc quand une affaire dérange, quand on attaque un pays trop puissant, l'Angleterre sur ses enlèvements d'enfants ou l'Allemagne, l'affaire va être rejetée tout simplement, sans motivation. Vous recevez une lettre type que reçoivent à peu près 50 000, une petite cinquantaine de milliers de citoyens européens, rejet sans motivation. Donc vous avez dépensé 5 à 10 000 euros, vous recevez une page qui vous dit votre affaire est rejetée sans motivation. Donc votre affaire est jetée au pilon, vous n'avez aucune action. Et puis c'est terminé, voilà, c'est terminé, votre affaire est rejetée. Donc vous trouverez dans la table 700 un document de Grégory Chuan, qui est un avocat qui fait que de la Cour européenne, où il explique très clairement qu'il y a des incohérences, voilà, c'est ce papier-là, il y a des incohérences dans la jurisprudence de la Cour européenne, c'est-à-dire que selon la puissance économique du pays que vous attaquez, pour des faits strictement identiques, vous pouvez gagner, c'est-à-dire votre affaire va être recevable et vous pouvez gagner. Mais que si vous attaquez un pays puissant, aucune chance, votre affaire ne sera jamais reçue. Vous recevez ce fameux courrier type qui vous dit « vous n'êtes pas recevable, c'est terminé ». Voilà. Donc, cela est de la corruption des magistrats de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est terrible. Alors, bon, parce que là, on arrive déjà... je ne sais pas si le timing, on a encore beaucoup de temps, mais les modalités, enfin, comment on peut, dans la réflexion, travailler sur quelque chose qui peut contrer ça? Alors, ce que je propose, moi, 2 choses. Un autre document qui est aussi en pièce jointe. Le Parlement européen, la commission des pétitions du Parlement européen, c'est un document de 2009. Ce document relate depuis déjà 10 ans les enlèvements perpétrés par l'Allemagne. Donc, ce que je vous raconte, c'est pas du flan. Le Parlement européen donc raconte déjà depuis 2009, donc ça fait déjà plus de 10 ans. Non, ces enlèvements, ça fait 25 ans qu'ils sont documentés par le Parlement européen. Ça n'a pas bougé d'1 millimètre. Donc, tous les ans, 1000 à 10 000 enfants sont enlevés par l'Allemagne et ça continue. Il faut arrêter la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une cour extrêmement corrompue. Il faut mettre en place, à mon sens, c'est ce que je propose à travers mon association. Je vous invite à aller sur mon site internet qui est en création, fepep.eu, fepep.eu. Dans une dizaine de jours, ça sera opérationnel. De créer une nouvelle cour qui s'appelle la CEDEF, Cour européenne pour les droits des enfants et de la famille, qui est une cour qui ne pourra pas rejeter les affaires qui lui seront confiées. Elle sera élue, je pense, on pourrait faire des élections communes aux élections européennes, et des magistrats qui seront surveillés par des associations anticorruption. D'accord. Surveillés de façon extrêmement précise. Les conflits d'intérêts potentiels seront extrêmement surveillés. Et que si des pétitions de 50 000 signatures dénoncent leur corruption, ils sautent immédiatement. Donc des magistrats se sachant surveillés par des associations
anticorruption et qu'avec une pétition de 50 000 signatures, ils sautent, ils vont faire gaffe. Ouais, non, mais c'est ça. C'est un système de surveillance des magistrats. Il faut une police des polices de la magistrature. Ouais. Voilà ce qu'il faut en France, en Europe. Il faut une police des polices de la magistrature. Ben, voilà le système. C'est une idée qui est séduisante, en tout cas. Je ne sais pas si ça va aller au bout, mais ça fait partie des solutions à mettre en place. Pas d'autres. Je n'en vois pas d'autres. Cette police de police, ce n'est pas d'anciens magistrats. Ce sont des associations anticorruption. Oui, d'accord. Uniquement. Bon, eh ben, je crois que le sujet était quand même important à développer. Je pense que c'est pas forcément le dernier rendez-vous pour Nicolas Alexandre sur Table 700. Je pense que je pense que tu seras amené à revenir, à continuer de parler de ça, parce que le sujet il est relativement vaste. Voilà, je voudrais après sur la question des placements abusifs, on en parle beaucoup, ouais. Et la question des non-représentations d'enfants, qui pour moi, l'impunité totale des non-représentations d'enfants constitue également des enlèvements d'enfants. D'accord. Tout cela se rejoint. Et là, on est encore sur des millions d'enfants. En France, franco-France, la question de l'impunité totale, j'ai les chiffres sur les 20 dernières années, de l'impunité totale des non-représentations d'enfants en France, c'est également un enlèvement légal d'enfants, à mon sens. Bon, ben, ça sera peut-être l'objet d'un sujet unique de conversation, d'un prochain rendez-vous. De Table 700. Bon, Nicolas, pour ce soir, je pense qu'on a déjà fait un petit tour qui était sympa, d'information. Les gens prennent conscience de ça. Hein? Merci de votre attention. Alors, on te dit à bientôt, Nicolas. Ça sera des bons sujets à développer. Il faut que les gens sachent. Oui. Salut. À bientôt, Nicolas. Salut. Au revoir. Je vois le visage arriver d'un Alexandre. Cette fois, c'est le Alexandre. Alexandre. Alors là, on va parler d'un autre sujet qui est pas le même, mais qui a quand même un objectif, c'est de dénoncer des pratiques et des choses qui se font. Hein? Ouais. Donc, Alexandre, tu te présentes et tu nous dis quelle est l'activité que tu as déjà, pour qu'on comprenne. Oui. D'accord. Bah, je m'appelle Alex Bacha. J'ai repris un restaurant, une brasserie à Montparnasse, le 5 boulevard de Vaugirard, il y a un peu plus de 2 ans avec ma femme. Et voilà. À ce jour d'aujourd'hui, on est expulsé par. Alors justement, on va essayer de comprendre. Donc, tu nous as donné le nom du restaurant, tu nous as donné l'adresse du restaurant, tu nous as dit que tu avais une activité depuis 2 ans. Mais, maintenant, tu nous dis que tu es expulsé, d'accord? Mais quel est le motif de l'expulsion dans un premier temps? Avant de trouver les causes et les raisons, c'est quoi le motif? Les motifs, en fait, quand j'ai repris cette affaire avec ma femme, elle était en dépôt de bilan. Le propriétaire, il avait à la base un AVC. Il ne pouvait plus gérer l'affaire, donc il était paralysé pendant plus d'1 an. C'était sa fille qui a repris derrière, elle n'est pas de métier. Donc du coup, en fait, elle est partie en ruine, l'affaire tout simplement. Il ne pouvait plus payer les loyers puisqu'il est resté plus d'1 an à l'hôpital. Donc les propriétaires, à l'époque, c'était la CMP, Assurance, qui sont les propriétaires des murs. Et donc, eux, les CMP à l'époque, elle les a mis au tribunal pour expulser l'ancien propriétaire. Plus d'1 an, il n'a pas payé un loyer. Jusque-là, tout va bien. Sauf que moi, je suis arrivé derrière. Je voulais sauver cette entreprise. Donc, j'ai pris en charge 1 an de loyer arriéré. Après, il n'y avait pas que ça. Hein. Il y avait les fournisseurs qui n'ont pas été payés, les salariés, la voirie, les avocats, tout. Donc, toi, quand tu reprends l'entreprise, oui, tu as une forme d'engagement qui va se mettre en place. Bien sûr. Nous, à la base, on est arrivé, on avait signé avec nos avocats et les siennes pour qu'on puisse reprendre les locaux. Les propriétaires sont posés à cette vente parce qu'ils veulent l'expulser déjà. Ils ont déjà fait la première tentative avec l'ancien. Et comme ils sont passés devant le tribunal de commerce, il avait un bon argument, ce qui fait qu'à part de qu'il a un AVC. Donc, on va dire qu'il a demandé une chance.
D'accord. trouver la solution. Et la chance qu'il a eu, lui, pour ne pas être expulsé, c'était nous, moi et ma femme. Donc, on a pris garant pour tous les arrières de l'entreprise qui se lèvent à plus de 260 000 euros, entre les loyers, comme tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, après, devant la justice, elle nous a donné une chance sur 2 ans. Les arriérés s'élèvent avec les propriétaires à 107 000 euros. Donc, ça a été échelonné sur 2 ans. D'accord. Et ça représente 4 400 euros par mois. Il y a une condition, il faut qu'on assume les arriérés et on paye l'échelonnement des loyers, plus les loyers courants. Alors, attends, pour qu'on comprenne bien, parce qu'il faut que les gens comprennent bien, ceux qui t'écoutent. Oui. Donc, d'un côté, tu reprends une entreprise que tu veux sauver, d'accord? Oui, c'est ça. Mais il y a 2 phases dans la manière de t'attribuer le loyer, la location. D'un côté, le loyer de ta propre exploitation, ta part à toi, qui, je crois, était autour le loyer courant. Le loyer courant de 10 000 et quelques euros, c'est ça? 10 700 euros. 10 700 euros. Et de l'autre côté, on va t'imputer quoi? Un supplément de loyer pour solder la dette de l'ancien. Et que c'était prévu. Donc, jusque-là, tout va bien. Voilà. Donc là, tu as une convention qui est signée, une forme de procédure. Procédure. C'est par un juge que c'est passé cette ordonnance-là. Bien sûr, oui. C'est le tribunal de commerce ou le tribunal administratif? Tribunal de commerce. D'accord. Donc là, tu as une ordonnance qui a été rendue, d'accord, avec les modalités pour mettre en place le remboursement et ton exploitation. Alors après, tu te retrouves là au jour d'aujourd'hui avec une chose qui est très simple, c'est que le propriétaire, je crois, t'a envoyé l'huissier pour te foutre dehors. Bien sûr, après les 3 mois de confinement, le premier confinement, donc je ne pouvais pas payer les loyers courants. Par contre, je continue à payer les loyers arriérés de l'ancien propriétaire, ce qui s'élève à 4 400 euros. Donc, je les assume pendant les 3 mois alors qu'on était fermé. Or, apparemment, je me suis renseigné, c'est un commerçant, il n'a pas payé 3 mois de loyer consécutif. Et on peut l'expulser. Donc, c'est ce qu'ils ont monté comme argument. Alexandre, il faudra faire attention dans le cadre de la procédure que tu vas vivre. D'accord? Pourquoi? Parce que, en plus, moi, j'ai un sujet, c'est un sujet qui m'est propre, puisque j'ai une association qui s'occupe des dysfonctionnements des tribunaux de commerce, et notamment, une chose qui va être très importante, c'est la relation des restaurateurs avec les baux commerciaux qu'ils ont signés. Or, si on te fait fermer ton entreprise, d'accord, c'est une décision d'État, c'est une décision administrative. Tu te retrouves avec une fermeture administrative, donc tu fais plus de commerce. Si tu fais plus de commerce, tu peux plus engranger de l'argent qui permet de payer ton loyer. On est d'accord? D'accord. Maintenant, avec 11 salariés. Voilà. Donc maintenant, pour que les gens comprennent, tu as eu combien de mois de fermeture? Comment sont passées tes fermetures pour que les gens comprennent que si à un moment donné, tu as des loyers qui ne sont pas payés, c'est parce que tu as eu des mois de fermeture. Donc maintenant, tu nous l'expliques de quand à quand tu as été fermé. Tu nous donnes les dates de fermeture? Bien sûr. Donc la fermeture, c'est valable pour tous les restaurants. De toute façon, le premier confinement, ça a commencé le 14 mars jusqu'au 11 juin, je crois. D'accord. Et le deuxième, c'est le 28 octobre jusqu'à 19 mai. D'accord. Donc là, ça nous représente grosso modo une dizaine de mois. On va dire presque quasiment, si je ne paye pas ce mois-ci, ça me fera des mois déjà. D'accord. Donc là, tu te retrouves donc avec des loyers que tu ne peux pas payer parce que tu n'as pas de chiffre d'affaires, ce qui est normal. D'accord. Et donc, une chose qui est une abomination que tu subis, c'est qu'on te met dehors de ton entreprise parce que tu ne payes pas les loyers. C'est ça, la réalité. Et il n'y a pas de geste de leur part, il n'y a pas, d'échelonnement de loyer. Voilà. Moi, pour ta gouverne, parce que je sais que tu as un avocat donc qui va défendre tes intérêts. Et tes intérêts, ils sont importants. Parce que normalement, la procédure que tu vis, ton expulsion, c'est interdit. C'est un acte illégal. Pour 3 raisons. Un, que la responsabilité, elle appartient au niveau des loyers, d'accord? C'est une responsabilité d'État. Soit tu as une aide qui est suffisante, qui te permet de payer tes loyers, soit l'aide qu'on t'apporte sur la fermeture n'est pas suffisante, et là, tu évoques auprès de l'État que l'aide qu'on t'amène ne te permet pas
de payer le loyer. Ça, Pas c'est du tout. le premier point. Donc ça, c'est ton avocat qui va arbitrer sur ça, parce que là, je trouve que tu m'as fait suivre la signification pour que je la lise, hein, donc et quand je vois les motifs à l'intérieur, donc je suis un peu on va dire dans le doute. Alors je vais te donner moi dans ma lecture ce qui m'a gêné en fait. Hein, donc c'était qui est celui qui a mandaté l'huissier. C'est une SCI. C'est qui derrière la SCI? La CIE, il y a Caisse Dépôt et Consignation et Altaria Cogidem. C'est les deux associés de tout le bâtiment. Donc, alors après, dans la procédure que j'ai lue, il y a une chose qui m'a tout de suite interpellé, c'est que ta procédure d'expulsion, elle arrive à un moment qui est très particulier, puisqu'un bail commercial tel que le tien, il a une activité qui est entendue sur une durée de 9 années. 9 ans. 9 ans. Oui. D'accord. Oui. Et comme par hasard, ton moment d'expulsion est en parfaite synchronicité avec la période où tu dois quitter l'entreprise. Oui. Tu es donc en fin de bail commercial et eux, ils trouvent comme prétexte pour te mettre dehors le fait que tu ne payes pas les loyers. Donc là, il y a une stratégie. C'est exactement ça. Il y a une stratégie très vicieuse. Très vicieuse. C'est de mettre sur le compte du Covid, d'accord, ton impossibilité d'engranger de l'argent pour payer le loyer, et eux, ils l'utilisent abusivement comme simplement quelqu'un qui ne veut pas payer son loyer. D'accord? Et c'est un peu ça, hein, ton histoire. C'est comme ça que d'accord. Surtout, ouais. On a eu déjà 2 fois, comment ça s'appelle, une médiation demandée par la juge. Et médiation, si on peut trouver une solution avant de passer au tribunal de commerce. D'accord. Et alors, ce qu'il me propose, j'aurais posé la question, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire un geste envers moi? Une solidarité nationale, tout le monde l'a fait. Et je ne vous demande pas d'annuler au moins un échelonnement des loyers. Ils m'ont proposé quand même, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui, on peut annuler les loyers si vous quittez l'établissement. Alors donc, là, donc ça, c'est un chantage. Oui, c'est un chantage. Hein, c'est pas une négociation, c'est un chantage. Moi, j'ai essayé, je leur ai dit, écoutez, il y a 2 sujets que vous mélangez. On a les loyers, on a le Covid, c'est un truc très important, c'est différent. Il y a un fin de bail, c'est un autre sujet. Vous ne mélangez pas le Covid et le fin de bail. Fin de bail, vous avez vos droits, moi j'ai les droits. Eux, ils ont le droit de récupérer leur bail et moi j'ai le droit de me faire racheter. Après, c'est par rapport à les chiffres d'affaires, etc. Moi, je suis dans mon droit, eux, ils sont dans leur droit. Maintenant, ils s'en servent de Covid pour m'expulser. Alors que moi, l'affaire, elle était en dépôt de bilan, j'ai payé 1 million d'euros avec ma femme, plus les arriérés qui s'élèvent plus de 260 000 euros. Le jour de la médiation, ils étaient 5, il me sort son avocat, on vous donnera 600 000 euros et on vous annule les loyers si vous partez. Et vous pouvez acheter ailleurs, puisque les bails maintenant, ils sont gratuits quasiment à cause de Covid. C'est extraordinaire. Tu as une affaire qui a dans les extrémismes de ce qu'ils sont capables de faire, c'est hallucinant. On est je ne sais pas comment va travailler ton avocat sur ta défense. Sur quel axe elle va se mettre. D'accord? Pourquoi? Parce que, à mon avis, il y a 2 choses que toi, tu devrais faire activer. Donc, d'un côté, l'axe de l'insuffisance des aides par rapport à ton exploitation. Si tu avais des aides qui pouvaient couvrir la montant du loyer, tu ne serais pas dans la galère que tu es. Non, pas du tout. D'accord. Et puis après, il y a pas que les loyers, parce que j'ai des grands crédits aussi. Bien sûr, il y a des charges salariales, il y a des charges non, mais bien fixes, sûr, je vois bien le compte de charges que tu peux avoir. Hein, après, il y a une chose je suis pas loin de 30 000 euros par mois que je dois sortir. Bah oui, je me doute. Mais là, est-ce que ton avocate, c'est une avocate, hein, je crois que tu m'as dit que tu avais. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a déjà étudié ou pensé une stratégie que moi j'avais demandé en information à d'autres avocats dans ce cadre-là, dans le cadre des restaurants et des baux commerciaux, sur le manquement de l'État dans son obligation de protéger les commerçants.
de protéger les restaurateurs, de protéger les entreprises. J'ai invoqué à un avocat pénaliste il n'y a pas longtemps quelque chose qui était nouveau pour lui. Il existe ce qu'on appelle la discrimination. La discrimination, en France, il y a 23 critères. Et moi, j'en ai inventé un 24e, a priori, hein, je dis bien, parce que c'est la discrimination commerciale. Pourquoi on a fait fermer des restaurants et pourquoi on a le droit d'être des milliers dans le métro ou des milliers dans un supermarché? D'accord? Donc, tu vas t'apercevoir que là, il y a un dysfonctionnement général qui a été implanté, mais ça, c'est un autre sujet. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu n'as pas la responsabilité de ne pas pouvoir payer les loyers. Et eux, ils prennent ce motif-là pour te mettre dehors. D'accord? Parce qu'il y avait une ordonnance qui avait été signée, que tu t'étais engagé, mais tu n'es pas responsable de ce qui arrive avec le Covid. Donc, bien toi, sûr, tu subis veulent le pas Covid. tenir compte. Ils veulent pas tenir de compte. Voilà. Donc là, pour l'instant, avec le locataire, lui, t'a proposé simplement de quitter et ils abandonneraient la charge des loyers. C'est tout. C'est ça. C'est un chantage. C'est scandaleux parce que c'est deux sujets différents. Voilà, fin de bail et le Covid, ça se mélange pas. Ça se négocie pas d'un moment. Bien sûr. Donc, du coup, tu perds tout le travail que tu as fait pour augmenter le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ça, et donc, moi, j'appelle ça de l'escroquerie organisée. Si tu veux, j'en ai parlé il y a 2 semaines avec la ministre Marlène Schiappa. Ouais. Elle est venue il y a 2 semaines pour, vous savez, pour les élections, là, soi-disant qu'on rajoute 500 policiers, machin. Ouais, d'accord. Je l'avais sorti un mois avec de l'humour. Je lui ai dit que, excusez-moi, votre sujet aujourd'hui, ça me concerne parce que je suis en danger, je suis menacé aussi, vu que vous parlez de la sécurité. Je lui dis, sauf qu'aujourd'hui, moi, les dealers, pour moi, c'est l'État, c'est pas les voyous, les gens de la drogue. Je fais avec à la gare Montparnasse. Et par contre, aujourd'hui, je suis menacé par l'État. Je lui ai dit, elle a rigolé, bien sûr, parce que je lui ai dit, mes dealers à moi, c'est l'État. Avec de l'humour, bien sûr. Et comment elle a pris ça? Elle a rigolé. Elle m'a demandé la carte visite. Elle m'a dit, promis, je vous appelle. Et ça fait un peu plus de 2 semaines. J'ai pas de nouvelles. Eh ben, on va lui rappeler. Ah, tu sais, c'est bon. Elle est un peu space, hein, cette femme-là. Moi, personnellement, j'ai pas d'attache. Je pense parce qu'il y avait pas de caméra à côté. C'est pour ça qu'il y avait ils étaient une vingtaine, mais les caméras, ils étaient plus loin vers l'entrée de la gare. Et du coup, je l'avais interpellé moi-même. Tout seul, et je l'avais parlé, et donc comme elle était pressée, je devais faire 1 minute vite fait. Je lui ai dit que je suis en danger, j'ai 11 salariés, je suis expulsé par l'État, est-ce que vous pouvez m'aider? Elle m'a dit, vous me donnez la carte, j'ai donné mon numéro de téléphone, et j'avais parlé avec une autre députée à l'air, et elle a parlé directement avec, avec le ministre de l'économie, comment ça s'appelle, Bruno Le Maire. Sur son portable, et il a dit qu'il ne pouvait pas traiter des sujets individuels. Ah ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est toujours comme ça. Ils ont des réponses. Bon, moi, je les appelle les bons à rien, hein, de toute façon. Hein, et il n'y a pas de notion de à rien avec notre ancien invité de tout à l'heure. Hein, c'est pas le même à rien. Ils sont bons à rien. D'accord? Non, mais pour moi, je préfère quelqu'un qui me dit je peux rien faire. Me dire, vous inquiétez pas, ils sont tous pareils, ne t'inquiète pas, c'est quelque chose que tu vas rencontrer dans plein de procédures, dans plein de choses. Là, moi, ce qui m'intéresse maintenant pour que les gens comprennent, c'est dans la défense de tes droits, tu as une avocate. Oui. Et il y a qu'elle qui va pouvoir faire un travail. Parce que pour l'instant, il y a une tentative d'expulsion. J'ai plus de bail. Actuellement, depuis le 5 avril, j'en ai plus de bail. Ouais, d'accord. Donc, même si j'ai envie de vendre, je ne peux pas vendre, ça veut dire de toute façon. Ouais, mais il va falloir qu'ils te rendent tes droits. Il va falloir qu'ils te rendent tes droits, et ça va être le rôle de ton avocat, hein, c'est d'aller à la pêche, donc de l'information juridique, celle qui t'a mis dans cet état-là, dans cette situation-là, c'est la maladie, le Covid. C'est les conséquences du Covid. Le seul problème que j'ai moi malheureusement, c'est que quand je suis arrivé en 2019. Vous savez, quand vous reprenez une affaire avec une mauvaise publicité, etc. Donc, vous mettez à peu près 4-5 mois avant d'effacer toutes ces mauvaises images. Ouais. Et donc, après fin d'année 2019, il y avait les grèves, les gares qui sont fermées, etc. Donc, ça m'a empêché de faire le chiffre d'affaires. Ouais. Vous comprenez, les 4 premiers mois aussi,
je suis pas connu dans le quartier, donc le chiffre, malgré comme ça, j'ai réussi à faire 46% de chiffre d'affaires par rapport à le propriétaire. Et en fait, en 2020, malheureusement, je ne pouvais pas faire. J'ai quand même fait en 7 mois mieux que ce qu'il a fait en un an. Mais le seul problème, c'est que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu une bonne année pour que je puisse augmenter le chiffre d'affaires ou que je puisse imposer le prêt d'achat à les propriétaires. Non, non, mais je vois bien, on voit bien la phase que tu vis, ce que tu subis. Donc, avec c'est outrancier ce que tu subis, hein. Franchement, l'abus, il y a un abus qui est excessif. Tu subis le Covid, tu subis des fermetures administratives qu'on t'impose. C'est l'État qui t'impose des fermetures. Et on te met dehors parce que tu ne payes pas les loyers. Parce que il n'y a pas un seul geste pour le Covid. Alors ça, il va falloir… C'est scandaleux. Ça, je ne pardonnais jamais. Chaque fois, dans la médiation, j'arrête pas de revenir. C'est par principe, je n'arrive pas de revenir sur le sujet. J'essaie de séparer deux choses différentes. Le fin de bail et le Covid, c'est dramatique, c'est un cauchemar. J'ai des enfants, je ne dors pas, mais ils s'en foutent complètement. Mais alors, justement, le but, c'est que un petit sujet comme ça qui est développé avec Table 700, c'est une information qui va circuler. Tu vas avoir des gens qui vont te contacter, sûrement, qui vont te dire, parce que ce que tu vis toi, c'est exemplaire pour d'autres restaurants qui vont le vivre aussi. Tu comprends? Moi, je connais des cas où c'est exactement le même cheminement. Toi, tu avais en plus quoi? Une dette en plus à solder parce que tu avais fait une reprise, d'accord? Mais le mécanisme du loyer pas payé parce qu'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires, c'est strictement le même. Et tu as donc des contrats de baux commerciaux qui sont abusivement exploités pour foutre dehors les gens. Donc là, on va voir après, dans les prochaines semaines, les conséquences économiques, les conséquences dans les entreprises. Et Dieu sait si en ce moment des entreprises en souffrance, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais tu as des droits. Et le but, c'est que tes droits soient respectés. Moi, j'ai gardé tout mon personnel, je n'ai pas viré personne. D'accord. Je me suis battu, c'est beau. Moi, je dis que justement, des entrepreneurs comme toi, c'est des gens qui doivent être protégés. D'accord. Et surtout, j'ai des collègues à moi qui gagnent de l'argent, ceux qui ont les moyens. Les aides de l'État, en fait, c'est toujours la même chose, c'est incroyable. Ils aident toujours les gens qui ont le plus les moyens. Mais vous avez des grands restaurants, les grands restaurants, ils ont même pas ouvert jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils s'en foutent. Ils ont des gros chiffres d'affaires et c'est fait de toucher 20% de gros chiffres d'affaires. Vous imaginez, c'est un jackpot. Donc, ils s'en foutent qu'il va ramener le personnel, revenir travailler. Est-ce qu'ils s'inquiètent pour leur personnel? Moi, la première chose, je suis dans la merde, mais je pense toujours à mon personnel parce que il faut que vous compreniez, c'est que dans la restauration, dans l'hôtellerie-restauration, vous avez 70%, ils sont dans les studios, dans les chambres de bonne, ils sont célibataires. Donc, pendant 6 mois et demi, et ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas avec personne, ils vont parler. Donc, moi, j'ai fait de la vente emportée, je faisais même pas de 10%, mais je les fais venir quand même sur place, je les sors un peu, ils voient quelques clients, ils nous voient tous les jours. Il y avait une solidarité derrière ici. Donc, je pense aussi à mon personnel. Tu sais, c'est beau à entendre, en fait, ce que tu dis. Parce que c'est pas des choses qu'on a vues partout et tout le temps. Hein, je te le dis, hein, franchement. Ouais. On avait fait une réunion, on était plus de 250 restaurateurs, des patrons. Ouais. Et on voulait faire une expérience par rapport au Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un pour donner une idée. J'avais insisté que j'ai dit, vous sortez votre personnel. En fait, c'était le thème, c'est comment on peut garder la relation avec les clients pour ne pas les perdre. Je leur ai dit, ceux qui sont fermés, tout le temps fermés, c'est une mauvaise image. Pour les Français, ils vont passer à côté, ils vont se dire, ah tiens, eux, ils ont des aides, ils s'en foutent complètement. Bien sûr. Bien sûr. Pour la majorité, c'est pas vrai. Une deuxième, je leur ai dit, vous savez, une fois par semaine, vous ouvrez le café, vous ramenez tout votre personnel, vous ouvrez une bouteille de vin, vous leur faites un sandwich, vous voyez votre personnel pour les garder, parce que plein qui se plaignent à la fin, à l'ouverture, ils n'ont pas de personnel. Hein? Pendant le confinement, ils leur passent même pas un coup de fil. Même pas un coup de fil pendant 6 mois et demi. Ils passent pas un coup de fil à leur personnel. Et après, à l'ouverture, ils ne seront pas là. C'est normal qu'ils ne seront pas là. Pendant qu'ils prenaient de l'oseille. Voilà. Non, mais je crois que tu as compris, je crois que tu as un lien important en tant que patron vis-à-vis de ton personnel, et ça, c'est beau à entendre, je te le dis tout de suite, hein, c'est pas toujours commun, hein, il y en a, c'est l'inverse. Hein, parce que quand même, je suis arrivé en France, j'étais dans la rue pendant 3 ans et demi, j'étais un sans-papier.
Aujourd'hui, je suis propriétaire, j'avais 2 affaires, j'ai monté jusqu'à 22 salariés. Et j'étais plongeur, cuisinier, serveur, gérant, barman. T'es passé par toutes les étapes, en fait. J'ai tout fait et aujourd'hui, je suis surendetté, mais je pense toujours à mon personnel. À ceux qui ne sont pas déprimés, je les appelle minimum 2 fois par semaine par personne. Je les fais venir 2 fois par semaine, tout le monde. 2 fois par semaine pour les protéger. Alexandre, moi, ce que je peux te dire, ce qui est important, c'est que Table 700 va avoir un rôle important pour toi, mine de rien. Les gens vont connaître ce qui t'arrive, d'accord? Moi, à titre personnel, j'ai ton email, j'ai ton téléphone, je te donnerai des contacts avec des gens qui pourront travailler avec ton avocat, d'accord? Ouais, ça sera quelque chose de… Parce que tu vas devenir exemplaire. Tu vas devenir exemplaire de ce qu'il faut faire pour les restaurateurs, pour ceux qui vont être dans la même souffrance que toi. Et Dieu sait si en France, des restaurateurs qui sont dans la souffrance, il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Donc là, à part le fait que tu as une avocate, t'as une audience, tu as quelque chose qui est prévu dans les prochains mois, c'est quoi dans Oui, en fait, on a eu 3 médiations. On en a fait 2. Ouais. La 3e, j'ai refusé parce que c'est quand même une insulte. Mais, comme j'ai répété tout à l'heure, on avait acheté une affaire en dépôt de bilan à 1 million d'euros. Et aujourd'hui, l'affaire, elle a de bénéfices. Et on a quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur la première année. Et encore, c'est même pas une année, quand même, c'est quasiment 8 mois. Et il me propose 600 000 euros. Et je ne voulais pas faire une 3e médiation parce que je trouvais que c'est une insulte. D'accord. Bon, donc, alors, on aura, nous, l'occasion… On a la date officielle le 2 juillet devant le tribunal. D'accord. Moi, j'ai ton téléphone, j'ai ton email, on va échanger. Et en dehors de Table 700, on aura l'occasion, nous, d'échanger en complément. J'aurai peut-être des informations à te donner. D'accord? C'est génial. Merci beaucoup. Là, le but de Table 700, c'est qu'il soit révélateur de ce qui t'arrive, de montrer les conséquences du Covid, ce qu'ils sont capables de faire dans une entreprise, et notamment dans les bars, dans les restaurants, et toi, tu es exemplaire. D'accord? Moi, je suis naïf parce que quand le Covid est arrivé, j'étais un peu content. Je leur ai dit, parce que mes propriétaires, comme c'est l'État, j'ai dit, je suis protégé parce qu'il n'y a rien qui va m'arriver. Sincèrement, et je l'ai pensé vraiment, j'ai dit, ceux qui ont des propriétaires, des privés, ça va être compliqué parce qu'il n'y en a pas un qui va aider l'autre. Ils sont les deux, c'est dur. Mais je dis, moi, je suis super protégé. Je regrette même la CMP à l'époque. J'aurais pu m'arranger avec la CMP. Assurance, c'est beaucoup moins, 1000 fois mieux qu'Altaria Cogidem. Parce que mon avocate, elle les connaît bien, Altaria Cogidem. Elle a eu affaire beaucoup à eux. Elle m'a dit, c'est des gens inhumains. D'accord. Alors, donc, on va redonner le nom parce que comme tu vois, on a encore 3 minutes, 3-4 minutes. Ouais. Donc, tu as le droit de redonner les noms de ceux qui te font du mal. Donc, vas-y, redonne bien les noms. Donc, que les gens les entendent. Altaria Cogidem, c'est une boîte privée, mais monstrueuse, qui a tous les centres commerciaux quasiment. Et l'État, c'est Caisse dépôt et consignation, ils sont associés. Tous les biens de l'État, ils sont gérés quasiment par Altaria. C'est l'exploitant des biens de l'État. D'accord. Donc, non, là, tu leur dis encore une fois, parce que là, les gens, il faut bien qu'ils entendent, en fait. Donc, c'est la Caisse de dépôt et consignation qui confie à une entreprise la gestion de ses biens. Parce que quand le maire de 15e, Philippe Gaujon, Monsieur Philippe Gaujon, il envoie un courrier à le grand patron de la Poste, le grand patron de Caisse dépôt et consignation, et répondait que c'était pas eux qui l'exploitant. Ça veut dire qu'ils mettaient un privé devant. C'est l'État, mais ils peuvent rien faire parce qu'ils ont signé un locataire qui gère les biens, pour dépouiller les Français, mais eux, ils sont derrière. Ouais, mais ça, ne t'inquiète pas, c'est fait exprès. Hein. C'est pour déresponsabiliser. Tu comprends? Ils mettent des soldats qui vont à la bataille, mais dans leur intérêt. D'accord? Faut bien comprendre. Entre moi et l'État, et Caisse dépôt consignation, et Altaria. D'accord. Donc, Altaria, c'est dépouille, en fait, c'est un huissier, quoi. Il est là pour expulser. Voilà, mais ça, on va le faire savoir et on va continuer de le médiatiser. Déjà, ils ont commencé quand ils sont venus me voir en me disant que quand on va y arriver, votre loyer, c'est rien du tout. Il va passer à 30, 40, 50 000 euros. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Si c'est justifié, pourquoi. Donc, c'est quand même mieux que vous partiez parce qu'une fois que le bâtiment il est tout propre, les loyers vont passer à 35, 40, 50 000 euros. Ça, c'est rien du tout ce que vous payez aujourd'hui.
Sauf Ouais, que moi, non. je augmente pas, mon café, il est toujours le même prix, la bière, et donc il n'y a pas de raison que je paye 50 000 euros. Aujourd'hui, je paye Non, 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 10 mais 700 euros. en fait, tu as un emplacement qui les gêne dans leur stratégie de développement. Voilà. D'accord? Et en plus, le loyer, il n'est pas fixe, comme on en a dit antérieurement. C'est Ah que oui, j'ai un loyer fixe, tu m'avais expliqué que tu as. un loyer de Ouais. 10 700 euros plus 6% de chiffre d'affaires. D'accord. Ah oui, ça, c'est encore très particulier, ça. Et Et ça, alors. j'ai pas peur de tout ça. J'y arrive. C'est Ouais, juste ce qui m'a détruit, c'est le Covid. ouais, bah oui. Donc, eh ben, écoute, on va le faire savoir. On va t'épauler derrière tout ça. Cette vidéo-là, elle a un but, c'est que les gens soient au courant de ce qui t'arrive, d'accord? Et de faire comprendre aux gens que toi, ce que tu vis, c'est ce que vont vivre plein de restaurants, d'accord? Plein de Ouais. restaurateurs, d'accord? Et donc, toi, tu vas être une sorte de, on va dire, de soldat, d'accord? De l'impossible. Et nous, on va le faire savoir et on va t'amener des gens qui vont te donner un coup de main pour te défendre. OK? Moi, je sauve le personnel, je sauve l'emploi, je Ouais, crée de l'emploi. ouais, Et juste pour rappeler ce qu'on a dit, c'est que j'avais déjà vécu sur les Champs-Élysées, j'ai une affaire aussi, malheureusement, que j'ai quitté en 2019. La chance que j'ai, c'était en gérance là-bas. J'ai travaillé pendant 3 ans, c'était magnifique. Et comme c'était les Gilets jaunes, mais je ne reproche pas les Gilets jaunes, hein, je les connais tous. non, mais J'ai une ouvert les sacrée. portes à les Gilets jaunes, Ouais. je les ai reçus chez moi. Et sachez que j'étais le seul et unique bar qui est ouvert sur les Champs-Élysées pendant tous les Gilets jaunes. J'ai jamais fermé, mais jamais, jamais un samedi. Non, mais voilà. C'était la C'est guerre sur bien. les Champs-Élysées, Alors mais j'ai jamais après, fermé. bien sûr, ça a fait du mal à certains commerces, mais il y avait un besoin d'exprimer la colère de plein de choses et de plein de sujets, d'accord? Ouais, Et on voit bien d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, les conséquences, elles sont gravissimes. S'ils n'avaient pas été là au début, les Gilets jaunes, il n'y aurait même pas table 700 maintenant, d'accord? Hein, donc, ouais. ça veut dire quoi derrière? Que le rattrapage, il va se faire, et grâce à tous J'avais les gens. j'avais Hein, aussi Jérôme Rodriguez qui est venu me voir 2 ou 3 fois, ouais, qu'elle en a parlé un peu à la télé avec Hanouna sur mon sujet, ouais. mais je vois rien de particulier. Non, non. Ça avance pas. Ben, ouais, tu sais, il y a ce qu'on appelle des pressions, hein, et il y a vraiment des gens qui J'ai impactent. essayé, Ouais, je vous assure que j'étais tellement fou. Chaque fois que je vois la caméra à Montparnasse, je leur dis non, mais venez par là, là. C'est ouais, pas normal. Alors, je vous dis, je donnais ma carte, aidez-moi, faites-moi, parlez de moi, envoyez-moi quelqu'un qui peut m'aider. ouais. Chaque fois que je vois la caméra, je les arrête, je devenais fou. J'ai parlé à France 2, j'ai parlé à BFM TV et télé, j'ai parlé à TF1, j'ai parlé à tout, j'ai donné ma carte. Et J'ai supplié tout il le y a monde, rien mais qu'à bouger. jamais personne. Ben, Jusqu'à ben, aujourd'hui, dès que quelqu'un, je vois certains ministres, je leur parle, j'arrête pas parce que moi, je trouve que c'est vraiment, je vais une injustice. Parce que ah je ben suis non, mais face à ça, l'État. ça C'est un certain. scandale. Alexandre, c'est une Ouais. chose qui est certaine, d'accord? Donc là, pour ce soir, on va stopper notre rendez-vous parce qu'on arrive au D'accord. terme de notre. Il y aura peut-être une suite, un épisode prochain, parce qu'on va suivre ce qui t'arrive, d'accord? D'accord. Quitte à voir après si l'évolution elle est bonne, mais en tout état de cause, Alexandre, moi je reste en contact avec toi et j'échangerai avec des sujets complémentaires. C'est D'accord? gentil. Ok? Ben, je vous remercie. Ok? Bonne soirée à vous. À bientôt. Merci Alexandre de ta venue.